La traction, la 2 chevaux, la DS sont les preuves, s'il en fallait, que l'innovation est au cœur de l'ADN de Citroën. Avec la SM, le constructeur français ne déroge pas à cette règle et elle est, à elle seule, une vitrine de son savoir-faire. Mais face à la concurrence, est-ce que cela suffisait pour faire la différence ? À vous de vous faire une opinion. C'est en 1970, au Salon de Genève, que la Citroën SM surprend le public tout autant par les choix technologiques retenus que par ses lignes. Son design est l'œuvre de Robert Opron, qui a pris en 1964 la succession de Flaminio Bertoni, à la tête du style de Citroën. Comme toujours, il aura fallu de nombreuses esquisses avant d'aboutir à la SM définitive. Sculpté par les études aérodynamiques, son profil élancé de 4,89 m, mélange équilibré entre courbe et droite, se caractérise par des voies arrière plus étroites qu'à l'avant, par un long capot et une poupe plus massive, mais aussi des roues arrière semi-cachées. La face avant est marquée par une bulle de verre qui court sur toute la largeur et qui protège les scies optiques et la plaque minéralogique. L'arrière est plus torturé, avec de larges feux et des surfaces chromées importantes. L'habitacle est le résultat d'une réflexion poussée et se veut lui aussi empreint de modernité. C'est le cas tout particulièrement de la planche de bord de cette SM, qui ne manque pas non plus d'originalité, avec ses 3 compteurs ovales comprenant le compte-tours, le tachymètre et la centrale d'information avec en son centre le fameux témoin de la pompe hydraulique. Le volant, lui aussi de forme ovoïde, est réglable en profondeur, en hauteur, ce qui est une première sur une voiture européenne. On notera également la massive console centrale qui accueille, outre le levier de vitesse, l'autoradio, en option, dont l'emplacement fait un peu bricoler. Les sièges avant, réglables en hauteur et en profondeur, participent au confort impérial de cette SM, même si à l'arrière l'espace est quelque peu compté, tout comme la contenance du coffre, mangée pour partie par la roue de secours, mais particulièrement accessible grâce à son rayon. Mais la SM, comme nous l'avons dit, c'est aussi une très belle vitrine technologique, unique en son genre. Contrairement à ses concurrentes, le coupé Citroën est une traction à 4 roues indépendantes, portée par des bras articulés au châssis, reliés par des barres stabilisatrices à l'avant et des leviers étirants à l'arrière. Ce châssis, issu de celui de la DS, accueille comme il se doit une suspension hydropneumatique à assiette constante. Le freinage, constitué de 4 disques inboard, c'est-à-dire accolés à la transmission, est à assistance hydraulique adaptée automatiquement à la charge et à sa répartition. La commande, similaire à celle de la DS, se fait au pied par un champignon, imposant un certain temps d'adaptation vu la puissance du freinage de cette SM. Cette GT est également équipée du système d'Iravi, inventé par Paul Magès, ce qui se traduit par une direction à assistance hydraulique variable avec la vitesse et un rappel automatique en ligne droite et à l'arrêt. Par ailleurs, grâce encore une fois à l'hydraulique, sur les 6 projecteurs qui équipent la SM, 2 sont directionnels et suivent l'angle des roues. On notera également la possibilité d'équiper sa SM de jantes ultra légères en résine renforcée, conçues par Michelin, alors propriétaire de Citroën. Par ailleurs, Citroën étant propriétaire de Maserati depuis 1968, l'ASM récupère ainsi un V6 conçu par Giulio Afferi. Afin d'affiner sa mise au point et son implantation, cette motorisation a été essayée principalement sur des prototypes DS, mais aussi dans une Panhard 24 dont la production avait déjà cessé. Ce V6 en alliage de 2670 cm3 a 2 doubles arbres à cam en tête, alimentés par 3 carburateurs double corps, développe 170 chevaux, puis 178 grâce à une injection électronique Bosch à partir de l'automne 1972. Pour une meilleure répartition des masses, la boîte de vitesse à 5 rapports est placée à l'avant du moteur. Naturellement, Citroën décide d'exporter sa SM aux USA,
marché le plus important pour cette catégorie de véhicules. Elle reçoit d'ailleurs le prix de meilleure voiture de l'année 1972, attribué par le magazine Motor Trend. Bien évidemment, cette SM doit se plier aux normes en vigueur outre-Atlantique, ce qui explique un échappement spécifique et l'abandon de la verrière de la face avant, ainsi que des scies optiques d'origine par 4 phares ronds. C'est d'ailleurs principalement pour les États-Unis que la SM est également disponible avec une boîte automatique, accompagnant un bloc réalisé à 2965 cm3 pour 180 chevaux. Mais en 1974, l'interdiction des véhicules à hauteur de caisse variable signe la fin de l'aventure américaine de la SM. En parallèle, comme pour la DS, afin de prouver la fiabilité et le niveau de performance de sa SM, Citroën l'engage en rallye. Mais hélas, à part une victoire au Rallye du Maroc en 1971, elle ne se construira pas un palmarès équivalent à la berline Citroën. Enfin, pour l'anecdote, on n'oubliera pas les 5 SM commandés par la gendarmerie, affectés au contrôle routier sur autoroute et qui resteront en service jusqu'en novembre 1979 pour certaines. Par ailleurs, si Citroën abandonna le projet d'une SM berline, le carrossier Chaperon proposa la SM Opera à l'empantement allongé de 29 cm qui sera produite à 7 exemplaires. C'est sur sa base qu'ont été conçus les 2 SM cabriolets présidentiels. Chaperon proposa également le cabriolet sans arceau My Lord qui se vendra à 5 unités. Rapide, performante, dotée d'un comportement routier très efficace et rassurant, facilitant ainsi sa prise en main, une fois qu'on maîtrisait son freinage, tout en offrant un confort de haut niveau, la Citroën SM avait tout pour réussir. Elle ne resta malheureusement en production que jusqu'en juin 1975, date à laquelle Peugeot, nouveau propriétaire de Citroën, décida d'écourter sa carrière. Il est souvent dit que la crise pétrolière tua la SM. Si elle n'a pas aidé, ce n'est pas la seule raison d'une carrière en demi-teinte. Alors même que Giulio Alfieri, concepteur du V6 Maserati, souhaitait qu'on modifie certains éléments du bloc avant la mise en commercialisation, Citroën passa outre et les casses moteurs se multiplièrent, dégradant l'image de la SM. De plus, le réseau de la marque au chevron n'a été ni formé techniquement à l'entretien de cette voiture si particulière, ni commercialement à la vendre, sans oublier l'interdiction à sa vente aux USA. Les raisons de la fin prématurée de la SM sont multiples. Il n'en demeure pas moins que 12 920 unités ont été produites, dont pas moins de 4 019 pour l'année modèle 1971. Si la France a été son marché le plus important, 2400 SM ont trouvé preneur aux USA. En 1972, si parmi les constructeurs hexagonaux, il n'y a aucun modèle susceptible de concurrencer la Citroën SM 2,7 litres injection, ce n'est pas le cas dans la production étrangère. En effet, dans la même catégorie de coupés 2+2, le client français peut se tourner vers la BMW 2800 CS, la Fiat Dino, la Mercedes 350 SLC, la Porsche 911 ou encore l'Alfa Montréal. La Montréal, dont le nom provient d'une étude de style assez proche de la version commercialisée et qui est présentée à l'occasion de l'exposition universelle de 1967, organisée dans la métropole canadienne. Marcello Gandini, de chez Bertone, père de la Lamborghini Miura, est l'auteur des lignes particulières et agressives de cet Alfa. Au-delà du spoiler et de la prise d'air sur le capot, la face avant à elle seule est un particularisme avec ses 4 phares ronds, semi-cachés par des paupières qui se soulèvent lorsqu'ils sont en fonctionnement. Le profil Rabelais est marqué par une hauteur de caisse assez conséquente, une découpe particulière des portières et des fausses ouïes d'aération sur les custodes, comme s'il s'agissait d'un coupé à moteur central. L'arrière tronqué, quant à lui, est plus classique. Ce coupé repose sur une plateforme de coupé Giulia, reprenant à l'avant des roues indépendantes avec double triangularisation et ressort hélicoïdaux,
et à l'arrière un essieu rigide à différentiel autobloquant, des bras tirés et des ressorts hélicoïdaux. Des barres anti-roulis à l'avant comme à l'arrière complètent la panoplie. Le freinage, quant à lui, est confié comme il se doit à 4 disques. Cette propulsion accueille en position longitudinale avant un V8 dérivé du bloc utilisé par les Alpha 33 de compétition. Ce 2,6 litres à 2x2 Arbracam en tête, alimenté par une capricieuse injection Spica, ne propose pas moins de 200 chevaux. La transmission, quant à elle, est confiée à une boîte ZF à 5 rapports. Le look de cette Alpha Montréal est en accord avec son tempérament, plus GT que pure sportive, plus brutale que douce. Elle propose de bonnes performances grâce à un moteur qui ne craint pas les montées en régime. Sur route sinueuse, sa direction non assistée devient vite fatigante. Par ailleurs, si la motricité est loin d'être parfaite et le freinage un peu juste en utilisation intensive, cette italienne n'est absolument pas piégeuse et prévient de ses dérobades. L'Alfa Romeo Montréal est une 2+2 aux places arrière réduites à leur plus simple expression, tout comme le coffre, mais qui se vit quand même de l'intérieur pour ceux qui aiment les habitacles comme les Italiens savaient le faire à l'époque. Les alfistes ne seront pas perdus en retrouvant une planche de bord typique de leur marque favorite et, entre autres, un volant cerclé de bois. Vu le prix de l'engin, on aurait pu imaginer un équipement plus généreux, mais les vitres électriques, la climatisation comme la peinture métallisée restent en option. Si la Montréal a été présentée au public la même année que la SM, la production ne débute qu'en 1971 et s'arrête à la fin de 1974, même si les ventes se poursuivent jusqu'au début de 1977. Pour l'anecdote, la production des carrosseries est assurée par Bertone et elle partage la chaîne de montage avec une de ses concurrentes, la Fiat Dino. Au total, moins de 4000 exemplaires ont été produits, mais il est vrai aussi que l'Alfa Montréal n'a jamais été commercialisé aux USA. Du côté de Munich, la Citroën SM fait face au BMW CS. C'est sous la baguette de Wilhelm Hofmeister, responsable du style de BMW, entre 1955 et 1970, que prend forme le design des berlines type E3, qui permet à BMW de s'attaquer à nouveau au segment des berlines haut de gamme. En parallèle est créé le coupé type E9. Celui-ci reprend le profil classique et sans montant du coupé 2000 CS Neue Klasse lancé en 1966. Ces deux modèles partagent également la face arrière, tandis que la type E3 reprend le museau de requin cher à BMW, inspiré de la nouvelle berline E9. On retrouve donc le haricot, symbole de la marque, en son milieu et les 4 optiques rondes. Le tout donne un des coupés 3 corps les plus réussis du marché, mêlant agréablement finesse et sportivité. Présenté initialement avec un 600 lignes de 2800 cm3, d'où son patronyme de 2800 CS, en 1971, le coupé BMW prend du coffre avec la 3 litres CS. Si l'on a toujours affaire au 6 cylindres en ligne M30 placé longitudinalement, celui-ci est donc porté à 3 litres de cylindrée. Ce bloc a culasse en alliage et à arbre à cam en tête, toujours alimenté par carburateur, développe 180 chevaux et est accouplé à une boîte manuelle à 4 rapports ou automatique en option. Si les performances sont en hausse par rapport à la 2800, les progrès se situent aussi ailleurs. Le châssis, déjà très efficace avec ses 4 roues indépendantes, conserve les mêmes suspensions, mais intègre un correcteur d'assiette, des barres anti-roulis et un différentiel autobloquant, suivant les pays, qui viennent bonifier le tout. Enfin, le freinage, talon d'Achille des 2800 CS, passe à 4 disques et la direction gagne une assistante de série, là aussi, suivant les marchés. L'habitacle a pour lui d'être particulièrement lumineux. La planche de bord accueille 4 compteurs ronds et un court levier de vitesse prend place dans le prolongement de la console centrale. Les sièges recouverts de sellerie velours assurent un maintien latéral satisfaisant et sont plutôt confortables.
Les passagers arrière disposent eux aussi de sièges et non d'une banquette et d'un espace satisfaisant pour cette catégorie de véhicules. Sur la route, cette BMW 3 litres CS est une sportive performante. Bien servie par un excellent 6 cylindres et un châssis performant, elle ne dédaigne pas s'aventurer sur des trajets sinueux, même si elle fait merveille sur l'autoroute où l'on regrettera simplement l'absence d'un 5e rapport pour soulager la mécanique. Tout au long de sa carrière, la BMW CS verra sa gamme se diversifier. En 1972 apparaîtra une version injection de la 3 litres forte de 200 chevaux. En parallèle, afin d'homologation auprès de la FIA, BMW proposera la CSL, version allégée de près de 200 kg, grâce à des ouvrants en aluminium, des vitres arrière en plexiglas et un équipement réduit. Cette version verra en 1973 sa puissance grimper à 206 chevaux, s'accompagnant de divers appendices aérodynamiques qui la feront surnommer la Batmobile. Cette BMW se construira un palmarès impressionnant, remportant notamment le championnat d'Europe des voitures de tourisme. Après un peu plus de 30 000 unités produites, toutes versions confondues, dont l'éphémère 2500 plus économique, les coupés CS cèdent leur place fin 1975 à la toute nouvelle série 6. De l'autre côté des Alpes, Gianni Agnelli, le patron tout-puissant de Fiat, et Enzo Ferrari signent en 1965 un accord gagnant-gagnant. Le Commendatore a besoin d'un partenaire industriel pour produire les 500 exemplaires de son nouveau V6, portant le nom de son fils Dino, nécessaire à son homologation en compétition. Et le géant de Turin, de son côté, souhaite incorporer à son catalogue un nouveau haut de gamme. Le résultat sera la Fiat Dino, ou plutôt les Fiat Dino. La version cabriolet présentée la première doit ses lignes à Pininfarina, alors que le coupé, qui apparaît quelques mois plus tard, est l'œuvre de Bertone. Celui-ci propose une ligne fastback typique du milieu des années 60, avec un profil aux lignes régulières et souples qui fait la part belle à un long capot. Presque félin, le coupé Fiat Dino est tout sauf ostentatoire, préférant jouer la carte d'une certaine discrétion, presque un peu trop au goût de certains. Mais celle qui ressemble en rien aux autres Fiat cache donc dans ses entrailles le même moteur que la Ferrari Dino 206 GT, mais avec 20 chevaux de moins. Ce bouillant et rageur V6 en alliage, à 4 arbres à cam en tête, de 2 litres, affiche pas moins de 160 chevaux à 7200 tours minute, permettant ainsi à l'imposant et lourd coupé d'atteindre les 200 km/h. Hélas, le V6 est fragile et mal servi par une boîte de vitesse inadaptée. De plus, si le train et les suspensions avant sont exempts de reproches, le train arrière à essieu rigide avec ses antiques ressorts à lame est loin d'être efficace. En 1969, la Fiat Dino a le droit à quelques retouches esthétiques mineures avec une nouvelle calandre noire et de nouvelles jantes. Mais le plus important se trouve ailleurs. Si la structure même de la Dino coupée reste identique, elle accueille un V6 qui passe à 2,4 litres, comme sur les Dino 246 GT, dont seule la culasse est en alliage et qui offre 180 chevaux, cette fois à seulement 6000 tours minute. Celui-ci, s'il nécessite un traitement et un entretien méticuleux, s'avérera nettement plus fiable. Ce coupé adopte également avec bonheur une nouvelle transmission d'origine ZF. Enfin, cette même année, la nouvelle Fiat Dino 2400 intègre le même train arrière que la Fiat 130. Celui-ci est donc à roue indépendante, avec des jambes télescopiques à grand débattement et dispose toujours d'un autobloquant. Autant dire que le comportement routier est en très nette amélioration. Ce coupé Fiat, par ailleurs, dispose d'un intérieur de qualité, bien équipé, qui évoluera positivement au fil du temps. L'espace arrière comme le coffre sont plutôt dans la moyenne haute de la catégorie. Le tableau de bord de la 2 litres a été abandonné sur la 2400 pour un ensemble à 7 cadrans. Le conducteur a le droit à un volant cerclé de bois et la position de conduite est bonne. Seuls 6000 coupés Fiat Dino trouveront preneur, les derniers exemplaires étant vendus au début de 1973. Chez Mercedes,
la célèbre SL à toit pagode est remplacée au printemps 1971 par une toute nouvelle génération, la type R107. Cette 350 SL, disponible également avec un hardtop, affiche un design qui rompt avec l'ancienne génération et est annonciateur du style Mercedes pour la décennie à venir. Ces lignes tendues se singularisent par de larges phares alignés sur la calandre et la face arrière accueille des feux striés tout aussi imposants. 6 mois après le cabriolet est présentée la 350 SLC, C pour coupé. Cette version reprend le design de la SL, si ce n'est que l'empattement est allongé de 36 cm, permettant l'installation d'une banquette. Ainsi, la SLC ne se distingue de la SL que par son profil, que certains jugeront quelque peu déséquilibré, mais c'est une affaire de goût. Les versions US, quant à elles, se distinguent par 4 phares ronds et des pare-chocs proéminents. Le cœur de cette 350 SLC est son V8 à 2 arbres à cam en tête de 3,5 litres, développant 200 chevaux, et qui a le droit à une injection électronique de dernière génération. Il est accouplé à des transmissions manuelles ou automatiques, toutes deux à 4 rapports. Cette classique propulsion à 4 roues indépendantes, parfaitement suspendues, équipée de 4 freins à disque, est impériale sur autoroute où l'on peut la pousser jusqu'à 210 km/h, mais un peu moins à l'aise dès que la route tourne, par souci de la clientèle, mais aussi pour être certain d'être dans les normes américaines en matière de sécurité. N'oublions pas que pour cette catégorie de véhicules, le marché US est vital pour Mercedes. Le constructeur allemand a consenti de nombreux efforts, avec bien évidemment des zones déformables, mais a aussi travaillé sur son habitacle. Le banal tableau de bord, tout comme le volant, utilise des matières qui ne risquent pas de blesser les occupants en cas de choc. L'habitacle est bien équipé, pour peu qu'on fasse appel au catalogue d'options. Si les sièges manquent de maintien, ils sont confortables et les selleries de qualité. Au fil de sa carrière, cette Mercedes SLC accueillera bien d'autres versions que la 350 SL. Le V8 sera décliné en 4,5 litres de 225 puis 217 chevaux sur la 450 SLC, en 5 litres de 240 chevaux sur les 450 SLC 5 litres et les 500 SLC. Il y eut aussi un 3,8 litres de 155 chevaux sur la 380 SLC réservée au marché US. Il y aura également une version 280 disposant d'un 6 cylindres en ligne de 185 ou 177 chevaux suivant les millésimes. Pour l'anecdote, on se rappellera que Mercedes engagea ses lourds coupés en rallye avec à la clé une victoire au rallye de Côte d'Ivoire en 1979 et 1980. Toutes versions confondues, ces Mercedes SLC s'écouleront à près de 63 000 exemplaires. Celle qui allait devenir une icône de l'automobile, la Porsche 911, est présentée au Salon de Francfort de 1963. Dès l'été 1966, cette Type 901 se voit adjoindre une version S plus puissante qui se singularise par ses jantes Fuchs qui elles aussi deviendront célèbres. Au fil des ans, le constructeur allemand ne cessa d'améliorer sa 911, dont le 6 cylindres à plat passa de 2 litres de cylindrée à 2 litres 2 en 1969, puis 2 litres 4 pour le millésime 1972. Ainsi, à cette date, la Porsche est disponible en 3 versions, la 911T, 135 chevaux, la 911E, 165 chevaux, et la 911S, forte, de 190 chevaux. Sur la S, le flat 6 de 2341 cm3, alimenté par une injection mécanique, passe donc à 190 chevaux et s'avère beaucoup plus souple et plus agréable à mener à bas régime que l'ancien 2 litres 2. Cette évolution s'accompagne par ailleurs d'une nouvelle transmission type 915, toujours à 5 rapports. Pour le reste, on retrouve la structure classique du 911, c'est-à-dire une propulsion avec son moteur placé longitudinalement en porte-à-faux arrière, qui implique une répartition des masses particulièrement déséquilibrée. Les suspensions de la S sont identiques aux autres versions,
mais avec des barres stabilisatrices à l'avant comme à l'arrière, ainsi que des amortisseurs plus durs. Cette S se distingue extérieurement par son petit spoiler, son rétroviseur et quelques autres détails, tels que son monogramme en gris sur une grille noire. Les jantes Fuchs sont toujours de série et les phares additionnels toujours en option. Comme toujours, 2+2 veut dire que les places arrière sont des plus réduites et notre Porsche n'échappe pas à cette règle. Son coffre à bagages à l'avant est lui aussi d'une contenance limitée de 200 litres et il est souvent nécessaire de squatter les places arrière. Pour le reste, l'habitacle est typique des Porsche 911 de cette génération, comme l'est tout autant son tableau de bord avec le compte-tours au centre, comme il se doit. En outre, la S a le droit à un volant gainé de cuir. N'oublions pas que la S a brillé en compétition, tant en rallye que sur les circuits, se construisant un très très beau palmarès. La Porsche 911 2.4 litres S n'est donc pas une GT, mais bien une pure sportive proposant une Vmax de 230 km/h et des accélérations comme des reprises de haut niveau. Sur la route, au détriment du confort, poussée à la limite, cette 911 ne se conduit pas, mais se pilote. Elle est alors redoutable d'efficacité pour qui sait apprivoiser son comportement atypique. Seul bémol, malgré 4 disques ventilés, en usage intensif, le freinage manque de mordant et d'endurance. Parmi les dernières évolutions de la 911 originelle, cette 2.4 litres S tire sa révérence à la fin de 1973, après plus de 5000 exemplaires produits à Zuffenhausen. Elle est remplacée pour le millésime suivant par la 911 type G. Après ce tour d'horizon des différents protagonistes, et pour tenter de nous éclairer sur le positionnement de la SM 2.7 litres injection face à ses concurrentes, nous vous proposons quelques éléments chiffrés. Si la Montréal et la Mercedes proposent la puissance la plus élevée, leur V8 leur permet également de disposer du couple le plus important avec le 600 lignes de la BMW. La plus rapide reste la Porsche, devant une nouvelle fois l'Alfa et la Citroën, bien aidée par un aérodynamisme plus que travaillé. En matière d'accélération et de reprise, on prend les mêmes et on recommence avec la Porsche et l'Alfa, suivi cette fois-ci de la Fiat Dino et du coupé bavarois. Mais si l'on parle finance, le tableau n'est pas tout à fait le même. En 1972, la Fiat en fin de carrière est la moins onéreuse, devant la BMW et la SM. La Porsche et plus encore la Mercedes sont nettement plus chères. Alors, est-ce que notre Citroën SM Injection était une offre intéressante en 1972 ? Oui, sans conteste, si notre client recherchait une GT capable d'avaler les kilomètres à haute vitesse, en toute sécurité et dans un confort inégalé. Dans cette catégorie, il peut aussi se tourner vers la très chère Mercedes 350 SLC ou, dans une moindre mesure, choisir la Fiat. Si à l'inverse, s'il porte son choix sur une véritable sportive, la Porsche 911 2.4 litres S est incontournable, à la fois pour les performances et la rigueur de sa construction, même si l'Alfa, plus brutale et moins efficace, reste une alternative moins chère. Quant à ceux qui veulent un peu des deux, la BMW 3 litres CS est très certainement le meilleur compromis. Ce qui était vrai il y a plus d'un demi-siècle l'est encore aujourd'hui, si ce n'est que les tarifs ne sont plus les mêmes, avec une Porsche inatteignable pour les finances de la grande majorité d'entre nous, et que la très chère Mercedes est celle dont la cote est la moins élevée. Pour le reste, il ne faut pas oublier qu'il s'agit de voitures nécessitant un portefeuille bien garni pour assurer leur entretien, mais aussi en ce qui concerne la Citroën, l'Alfa et la Fiat pour les fiabiliser, sans oublier une consommation d'un autre temps.